Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, la majorité des investisseurs ou des gérants vont prôner la diversification. Une diversification sectorielle, mais également une diversification par zone géographique. Alors évidemment c'est du bon sens, c'est également de la diversification en termes d'actifs, hein, que ce soit actions, obligations, de l'or, de l'argent, de choses comme ça, voire même jusqu'au bitcoin, etc. Bref, c'est du bon sens dans l'idée de se dire que voilà, on ne sait pas trop de quoi demain est fait, et on ne va pas se laisser aller à quelques paris hasardeux. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que quand on regarde globalement les films qui sont faits, ou les titres des articles, ou ce que vont aller chercher les articles mainstream, etc., c'est on va aller chercher en fait les histoires qui font rêver. Et pour avoir des histoires qui font rêver, en fait, bah, vous allez nécessairement tomber sur des personnes, sur des traders, etc., qui sont non pas diversifiés, mais qui sont concentrés. Mais même, je veux dire, si on parle de Soros, si on parle de Warren Buffett, si on parle quand même de quelques grands noms qui sont performants sur plus qu'un bon coup ou une ou deux années, là aussi, c'est quand même des investisseurs qui sont essentiellement concentrés dans leur pari. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que d'une part, il n'y a pas réellement de règles, mais ce qu'il faut se dire également, c'est que c'est ça qui va être très important, c'est que même si on regarde, et même si vous avez l'impression d'être diversifié, on en a déjà parlé dans différentes vidéos, via des stratégies d'achat, via du dollar cost averaging, donc du DCA, où vous achetez au fur et à mesure régulièrement un tracker, vous allez essentiellement, la majorité des gens vont acheter un tracker monde. Or, lorsque vous achetez un tracker monde, vous achetez essentiellement des US. Aujourd'hui, je pense que vous devez avoir à peu près 60% de la capitalisation mondiale, peut-être même plus, hein, je n'ai pas regardé les dernières stats, vous me rectifierez dans les commentaires, mais au minimum, un tracker monde, c'est 60% de capitalisation US. Et au sein de ces capitalisations US, vous avez à peu près 20 ou 25% qui sont liés à de la tech. Et ces 20 ou 25% liés à de la tech, vous avez au minimum 10% qui sont donc sur ces 25 qui représentent 100%, vous avez 10-12% qui sont rien que Apple, par exemple. Et si vous prenez les GAFA, en gros, vous avez 5 ou 6 actions qui vont représenter aujourd'hui votre plus grosse pondération du Nasdaq, qui lui-même va représenter une pondération assez importante d'un tracker US, qui lui-même va représenter une pondération importante d'un tracker monde. Donc en fait, quand on investit aujourd'hui dans des trackers, et qui sait, justement, Dieu sait que les trackers sont de plus en plus utilisés aujourd'hui et ont des flux qui sont supérieurs aux flux que l'on a dans les fonds d'investissement classiques, auprès de gérants qui sont considérés plus actifs, mais même les gérants eux-mêmes achètent des trackers, on se retrouve donc. Un tracker, c'est bête et méchant, il rachète en fait tout simplement ce qui marche, les plus grosses pondérations au prorata des plus grosses pondérations. Et même des gérants qui sont estampillés actifs, si vous regardez leur portefeuille, c'est essentiellement aujourd'hui les mêmes valeurs. Donc c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on a en gros toute la littérature du monde qui vous explique qu'il faut être diversifié, mais dans la réalité, si on regarde depuis les 10 dernières années, en fait, il n'y a eu qu'une augmentation de la concentration des actifs. Concentration des actifs aujourd'hui qui va même jusqu'à une concentration aujourd'hui sur les mêmes titres. Donc évidemment ça posera un problème à un moment donné ou à un autre, lorsque on va squeezer la liquidité, on va avoir tout un tas de personnes qui vont vouloir sortir de ces titres-là, au même moment entre guillemets, et évidemment il y aura un manque de contrepartie. De la même façon dont on avait parlé de l'illusion des indices il y a plusieurs années, au moment du Covid justement, où en gros on avait pas mal de petites valeurs qui se faisaient massacrer, mais les indices vous donnaient l'impression que tout allait dans le meilleur des mondes possible, parce que vous avez les grosses pondérations qui continuent d'accumuler, donc tout ce qui était luxe, tout ce qui était tech, etc., avec les GAFAM. Et donc quand vous regardiez les indices, vous avez l'impression que tout va bien, mais vous avez 80% des valeurs qui étaient au ras des pâquerettes. Et de cette même manière-là, en fait, si vous voulez, il faut faire toujours attention, parce que dans une guerre, en règle générale, évidemment, c'est les fantassins qui sont en première ligne, qui se font descendre en premier, et les généraux qui se font descendre un petit peu en dernier, sauf en Ukraine. Mais ce qui est important,
c'est bien de se dire que à un moment donné, si vous tapez réellement un marché baissier, les généraux finissent par tomber également. En règle générale, l'effet momentum, l'effet volume, l'effet de masse justement, qui fait que ce sont un petit peu les derniers à tomber, mais ils finissent également par tomber, et il faut faire attention à un moment donné, de par leur poids, justement, c'est en règle générale, entre guillemets, la chute finale. Mais ce que je veux vous dire là, justement, c'est pour faire écho à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur l'hypothèse de travail qui serait la baisse du dollar. Évidemment, nous n'y sommes pas actuellement, le dollar reste fort, parce que l'économie américaine reste la plus forte et reste le grand gagnant aujourd'hui du post-Covid et je dirais, ce qui a accéléré quelque part le post-Covid et les différences de sortie de crise du Covid, la guerre en Ukraine. Donc, ce qui est le plus intéressant pour moi, voilà, c'est de se dire, dans cette hypothèse de travail-là, ok, très bien, à un moment donné, quand le monde va se décider à rediversifier, justement, c'est-à-dire qu'on va avoir, je ne parle pas d'une sortie massive et globale des US, non, je pars du principe que les États-Unis vont garder leur piédestal, vont garder justement leur place de number one, mais il suffit, vous savez, que vous ayez une repondération de 5-10% pour que ce soit énorme. De la même manière que quand on parle de la fin de la globalisation aujourd'hui, et donc de la relocalisation, qui elle-même serait inflationniste, etc., il faut bien se dire que la globalisation continue, la mondialisation continue, les échanges, les commerces internationaux continuent. Vous voyez bien que même avec la guerre, même avec les coups de semonce politiques que l'on fait un coup à droite, on continue de s'acheter et de faire du business quand même entre nous. Ou d'une manière détournée, en revendant aux copains qui va refourguer derrière la cam interdite, mais par une manière détournée. Mais toujours est-il que business is business. Et dans l'idée, c'est que le monde va continuer d'avoir des échanges en augmentation et d'avoir des échanges globaux. Mais vous pouvez avoir une relocalisation. Il suffit qu'il vous ayez une relocalisation de 5% des échanges globaux mondiaux, et c'est énorme. Et ces relocalisations qui peuvent se faire, non pas dans le pays, dans le pays mère, mais dans des pays annexes, c'est-à-dire que pour dérisquer la Chine, on va aller investir au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie. Pour dérisquer éventuellement les US, on va aller au Mexique. Pour dérisquer potentiellement le Brésil, on va essayer d'ouvrir au Chili, en Argentine. Et pour dérisquer l'Europe, on va aller plutôt chercher de l'Europe du Sud, voire de l'Europe de l'Est. Ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'on ne revient pas dans le pays mère qui reste quand même à des niveaux chers, mais on va essayer d'aller sur des pays plus limitrophes, mais en conservant sur ces zones. Donc on dédouble les zones de stockage, on dédouble les chaînes d'assemblage, etc. Évidemment ça coûte plus cher, ça fait baisser des marges, et donc éventuellement ça se retrouve sur le prix in fine, donc inflation des prix. Mais toujours est-il que vous restez dans une mondialisation. C'est juste que vous avez un petit recul de cette mondialisation, et ce ne sera pas la première fois de l'histoire, hein, c'est déjà arrivé. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc de la même manière que lorsque vous avez finalement le monde qui est concentré aujourd'hui, le monde boursier qui est concentré aujourd'hui sur les US, il suffit que vous ayez une rediversification de 5-10% des actifs aujourd'hui qui sont concentrés sur les US, pour que ça ait un impact majeur sur d'autres zones géographiques. On peut parler essentiellement, si on parle redistribution, pays émergents, Europe et Japon également. Et dans les pays émergents, on peut mettre Chine, mais vous mettez également Amérique latine, ce genre de choses-là. Et du coup, je mettrais même l'Afrique, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour l'Afrique, mais il y a des pays comme le Nigeria, etc., qui, démographiquement également, qui est l'autre enjeu de l'histoire à venir de ces prochaines décennies, sont des zones justement à surveiller, qui peuvent être intéressantes. Mais potentiellement, c'est encore un petit peu trop tôt, mais ça se regardera, puisqu'en plus, on parle essentiellement de rediversification dans des pays émergents certes, mais qui sont quand même producteurs de matières premières. Hein. C'est ça surtout dans le nouveau monde, entre guillemets, qui n'a rien de plus que l'ancien monde, mais où on réalise quelque part qu'on n'est plus dans de l'héroïque fantasy, c'est ça qui va primer. Donc c'est bien là le point majeur, et potentiellement, oui, c'est trop tôt. Et donc du coup, ce qu'il faut bien se dire également, c'est qu'à un moment donné, il faut se projeter. Et on a énormément d'études qui sont en train de sortir, qui ne sont pas nouvelles. Hein. Ray Dalio avait sorti des études dès 2020,
avant qu'il y ait le Covid même, pour expliquer que les prochaines décennies, c'est-à-dire que très souvent quand on vous explique qu'il faut investir à long terme, qu'il faut conserver vos actions, qu'il faut faire du DCA, parce que historiquement parlant, sur les 100 dernières années, ça vous a rapporté 8 ou 9% par an, c'est très bien, sauf que sur les 100 prochaines années, potentiellement, on n'aura pas le même essor démographique, on n'aura pas le même essor technologique, bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent être très différentes, et donc ces 9%, c'est pas gravé dans le marbre, et potentiellement, donc du coup, là, on a énormément d'études qui ressortent, qui font que au lieu de s'attendre à du 8% annuel, potentiellement sur la prochaine décennie, il faut s'attendre à du 4-5 sur les US. Donc c'est là aussi où ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné où on squeeze la liquidité, si on a différents mouvements, je parle vraiment en pure anticipation actuellement, puisqu'on n'en a pas de signaux, hein, très clairs, cette rediversification d'un certain nombre d'actifs peut revenir sur l'Europe, si et seulement si on se détend un petit peu sur la guerre en Ukraine, mais également donc sur les pays émergents, et également sur le Japon, c'est là où c'est intéressant. Donc du coup, on en avait parlé déjà, on avait fait plusieurs vidéos il y a 2 années déjà en hypothèse de travail pour dire la value va revenir face aux valeurs de croissance, donc c'est déjà le cas, mais ça devrait continuer et ça devrait s'émanciper. Au-delà des sous-vagues hein, dont je parle, où vous pouvez avoir des retours justement de valeurs de croissance, mais sur des rebonds prolongés plus que des retournements durables, long terme, et renouveau des tendances haussières que l'on a connu Covid, ça j'y crois en moi. Mais du coup, ce qui est important pour moi, voilà, c'est bien de croire, se dire, ok, très bien, c'est-à-dire que quand je suis gérant, je vais essayer d'aller chercher un petit peu de la surperformance. Donc si mes marchés américains aujourd'hui vont me délivrer que de la performance de 4-5%, je vais essayer d'aller chercher la surperformance ailleurs en me rediversifiant. Les marchés américains ne seront pas abandonnés, bien entendu, c'est bien trop tôt pour ça, on le voit. Les États-Unis restent la puissance mondiale, restent la puissance également des entreprises. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Si les États-Unis attirent autant de flux, c'est bien parce qu'on y retrouve également des champions et des leaders mondiaux, tous secteurs confondus, et surtout, qui plus est, dans les choses qui ont marché et qui ont été valorisées le plus dans une tendance où on avait des taux longs qui étaient baissiers et négatifs, c'est la croissance. Or là, on est en train de revenir un petit peu plus à de l'actif réel, à de l'actif tangible, et on va retrouver également des valorisations donc, qui sont attractives dans le reste du monde. En Europe, pour des raisons bien connues, évidemment, de guerre en Ukraine, etc. Au Japon, également, on le voit, c'est un marché qui est assez délaissé. Et ensuite, en Chine, pour des raisons, évidemment, que l'on connaît, qui sont politiques, on joue un petit peu à se faire peur, mais le marché chinois est l'un des rares également qui va continuer d'être accommodant, et potentiellement va continuer d'ouvrir la porte, malgré son idéologie, aux investisseurs. Et puis après, bon, il y a l'Amérique latine, et puis pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus, l'Afrique, je pense que c'est encore un petit peu tôt, mais il y a certains pays pour moi qui deviennent intéressants, des pays producteurs et qui ont également une démographie assez importante et jeune, une population jeune bien entendu. Donc ça, évidemment, les Chinois ne se sont pas trompés, les Russes non plus, s'ils ne se trompent pas, et on voit que l'Afrique reste un pivot également d'enjeux stratégiques, également dans la captation des ressources naturelles, qui reste bien entendu l'enjeu de dépendance, et donc stratégique et géopolitique des prochaines décennies. Ça ne change pas, mais il a fallu la guerre en Ukraine pour qu'on se réveille un petit peu sur la réalité des choses. Donc 2 graphiques qui sont à l'écran, c'est là où c'est intéressant. Le premier graphique qui est à l'écran, c'est un graphique qui va prendre justement la valeur des entreprises du S&P par rapport à la valeur des entreprises du reste du monde, des autres grosses actions internationales. Et on se rend compte aujourd'hui que vous avez une décote de 50%. Alors, ça ne veut pas dire que les actions internationales sont pas chères, ça ne veut pas dire que les actions américaines sont chères, en fait, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire, il y a de 2 choses l'une. C'est-à-dire, soit on va se retrouver, on va avoir quelque part un reflux un petit peu, une sous-performance des valeurs américaines et une surperformance de ces valeurs internationales, et on va se retrouver un petit peu au milieu. Hein. L'idée, c'est pas de dire que les actions internationales vont doubler et les actions américaines vont ne rien faire.
En gros, soit vous devez doubler les actions internationales, les actions américaines ne font rien, soit les actions américaines vont baisser un petit peu, les actions internationales vont augmenter un petit peu, et vous allez trouver le juste milieu. Mais toujours est-il que ce qui démontre le graphe, c'est que sur les 10 dernières années, en fait, on voit le rouleau compresseur et cette concentration de plus en plus affirmée dans les valeurs américaines. Donc c'est qu'une question de flux pour moi, on en revient toujours là, c'est une question de flux, et on voit en fait les flux qui sont allés sur les US, sur les US, sur les US. Et donc là, avec la guerre en Ukraine notamment, avec le Covid, puis la guerre en Ukraine, on n'a fait que renforcer, je dirais, en mode exponentiel, et accélérer cet état de fait. Donc il suffit finalement que vous ayez un petit peu de flux qui sortent des marchés américains, parce qu'on va jouer le fait qu'ils vont être un petit peu moins productifs, ils vont délivrer un petit peu moins de performance à l'avenir, et qu'on trouve un intérêt sur le fait que les autres marchés sont peu chers. Ça ne veut pas dire que les sociétés internationales vont délivrer de meilleures performances que les sociétés américaines. Non, ça veut dire qu'à performance égale, dans le futur, elles seront vues comme étant sous-valorisées, et dans une rediversification des flux, elles peuvent réattirer des flux. Et comme on est sur des marchés qui sont assez étriqués, on parle du Japon, on parle de l'Europe notamment, la Corée du Sud aussi on peut intégrer, c'est des marchés qui sur les dernières années en fait ont vu une réduction des flux. Et donc, quelque part, si vous avez une masse de flux qui revient, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros écarts en fait de flux pour avoir des gros écarts de volatilité sur les prix. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant. Bien entendu, on ne parle pas d'un truc qui va arriver du jour au lendemain, ça reste de l'hypothèse de travail, on est encore dans un monde qui est mono-américain, mais si on se détend un petit peu sur le prix des matières premières, le prix du gaz, et qu'on se détend un petit peu sur la hausse du dollar également, ça peut commencer à faire office d'hypothèse de travail un petit peu plus dans le timing, et à se regarder. Le deuxième graphique que vous avez à l'écran, je descends un petit peu, c'est sur les valeurs value. Donc on voit un petit peu les valeurs US value qui sont finalement au même niveau de prix que les valeurs value du monde développé, on va dire, en Europe, et des émergents. Et en gros, ce qui est le plus sous-valorisé, c'est le Japon aujourd'hui, la value japonaise. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que la value américaine est sous-valorisée également. Donc, elle est sous-valorisée, mais par rapport à quoi? Par rapport au fait que sur les 10 dernières années, en fait, la concentration vers les US a surtout eu lieu vers la concentration des valeurs de croissance. Donc, ce n'est pas seulement quelque part juste généralisé en disant le marché américain est trop cher. Non, c'est généralisé sur le fait que vous avez surtout des valeurs technologiques, des valeurs de croissance qui aujourd'hui ont délivré des performances exceptionnelles sur les 10 dernières années, et donc devraient, en toute logique, délivrer des performances moindres. Et donc on peut aller chercher de la surperformance ailleurs. Mais comme elles ont trusté des parties de plus en plus importantes finalement des indices, elles sont très pondérées, et donc c'est pour ça aussi qu'une gestion, on va dire, passive par tracker risque de délivrer une performance moindre annuelle par rapport à ce qu'on avait connu ces 10 dernières années. Donc c'est ça aussi qui est important pour un investisseur de bien prendre en compte. Donc du coup, retour un petit peu à la sélectivité, retour, je dirais, à des éléments macro pour faire ces décisions, et ensuite micro, et donc retour au fait que le gérant actif peut avoir à aller chercher de la surperformance sur la prochaine décennie qu'il n'arrivait pas à aller chercher sur les 10 dernières années, puisqu'on avait un marché qui était difficilement battable. Donc ça, voilà, c'est ça pour moi les éléments qui sont les plus importants, c'est continuer d'être l'hypothèse de travail, et c'est ça pour moi qui est important de bien comprendre aujourd'hui, c'est bien de dissocier les marchés non pas en zone géographique seulement, mais surtout d'un point de vue sectoriel. C'est ça qui est important, parce qu'on se rend compte également que toutes les actions américaines ne sont pas chères, entre guillemets. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on va retrouver également, et puis c'est déjà ce que l'on voit aussi depuis plusieurs mois, on voit un retour sur la value. Maintenant, il faut bien faire attention, puisque si on va vers une crise récessionniste, si on commence à pondérer le fait qu'elle sera plus ou moins forte, vos valeurs cycliques, vos valeurs value également, commenceront elles aussi à souffrir. Donc on est bien là sur des éléments qu'il faut se garder sous le coude, qu'il faut avoir en hypothèse de travail, parce que ce que l'on attend globalement, c'est que la situation soit un petit peu plus claire que la boue actuelle, et nous permettre de jouer à un moment donné une sous-vague qui sera un peu plus durable. Et dans cette sous-vague-là,
de jouer la gestion des flux. Parce que là, on est en train de réduire les liquidités, et à un moment donné, on va devoir rebrasser la diversification. Les fonds différents de fonds de pension, etc. seront obligés. Aujourd'hui, tant que vous avez la guerre en Ukraine, il n'y a personne qui va se faire virer parce qu'il a mis l'essentiel de son portefeuille aux États-Unis. Ça reste aujourd'hui la sécurité. Donc ce n'est que, il faudra, et ça prendra du temps, que plus tard, justement, on pourra trouver de la surperformance. Mais avant tout, il va falloir un petit peu qu'on fasse baisser la volatilité au niveau des incertitudes, notamment des incertitudes géopolitiques. Et ça, il faut le garder dans un coin de sa tête, parce que le jour où justement on commence à avoir la baisse de ces incertitudes-là, il faudra déjà être prêt. Voilà pour cette vidéo-là, qui fait écho à la vidéo que j'avais pu faire la semaine dernière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher un pouce en l'air si ça vous a intéressé, à la partager également sur vos réseaux sociaux pour que ça puisse également être utilisé par d'autres investisseurs. Et quant à moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur une vignette qui s'affiche à l'écran, qui va vous amener à une autre vidéo qui peut vous permettre de pousser un petit peu plus sur voilà, des choses comme ça que je partage avec vous en termes d'hypothèses de travail. Et l'important, c'est d'avoir tout ça en tête, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui va vous permettre de faire clic. Parce que si on ne travaille pas ces hypothèses de travail-là, ben, quand les choses se mettent en condition, on n'est pas prêt. Donc l'important des hypothèses de travail, c'est pas d'avoir raison. De toute façon, c'est des hypothèses de travail, donc on sait très bien que les probabilités sont assez minimes d'avoir raison. C'est de les avoir sur la table, parce qu'au fur et à mesure, brique par brique, en fait, on est capable de forger à ce moment-là les convictions, et quand il faut tirer, d'être prêt. Donc ce n'est qu'un travail de préparation, et c'est pour moi 80% du job d'investisseur. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.